Merci de cette invitation. Je viens toujours avec plaisir. Je crois que c'est la deuxième fois que je viens. Et donc je vais vous parler d'un sujet particulièrement difficile, et si vous espérez ressortir d'ici en ayant tout compris, eh bien vous vous êtes trompé, parce que moi je travaille là-dessus et je ne suis pas capable d'avoir tout compris. Voilà. Donc je vais vous parler du syndrome de l'ovaire polykystique, et je le dis d'emblée, je ne vais pas me limiter à l'adolescent, parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas faire de diagnostic de syndrome de l'ovaire polykystique chez l'adolescent, parce que vous allez voir que les symptômes qui permettent de faire le diagnostic d'ovaire polykystique sont omniprésents chez les adolescents. Alors premièrement, le point important, si ce n'est central, c'est que l'ovaire polykystique n'est pas une maladie, mais un syndrome. Alors une maladie, c'est quelque chose qui a une cause, une évolution, un traitement et éventuellement des critères diagnostiques formels. Un syndrome n'est pas une maladie dans la mesure où ça n'est pas une entité, c'est un regroupement de symptômes. Et donc, on décrète qu'il faut tant de symptômes pour faire une maladie, mais aucun des symptômes n'est pathognomonique de la maladie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bactéries, on n'a pas de virus, on n'a pas de gènes, on n'a rien qui permette d'affirmer que quelqu'un a un ovaire polykystique. C'est un diagnostic de probabilité. Alors, ça a été décrit, c'est une maladie qui a été décrite en 1935, donc c'est très ancien. Ça s'appelait le syndrome de Stein-Leventhal, qui aujourd'hui, en fait, s'appelle l'ovaire polykystique de type 1. On en voit, moi j'en vois une fois tous les 2-3 mois. C'est rare, Dieu merci. Et là, c'est facile de faire le diagnostic parce que le diagnostic est évident. Mais en réalité, il y a aujourd'hui une continuité entre d'un côté le syndrome de Stein-Leventhal, de l'autre côté une femme normale, et donc le diagnostic s'arrête à l'endroit où on met le curseur, et donc vous allez voir que ce curseur est très imprécis. Alors, pour faire un diagnostic d'ovaire polykystique, chaque pays ou chaque société savante y est allé de son regroupement de symptômes. Et donc aujourd'hui, ce qui est retenu, en tout cas en Europe, c'est ce qu'on appelle les critères de Rotterdam. Alors, on dit qu'on a un ovaire polykystique lorsque l'on a 3 symptômes. On a 2 symptômes sur les 3 qui sont les symptômes majeurs, et vous allez voir que c'est ça aussi très discutable. L'hyperandrogénie clinique ou biologique, c'est-à-dire acné, hirsutisme et éventuellement chute de cheveux. Deuxièmement, oligo-anovulation. Donc anovulation, c'est l'aménorrhée. L'oligoménorrhée, c'est des règles supérieures, des cycles supérieurs à 38 jours. Et puis le syndrome de l'ovaire polykystique échographique, vous allez voir, on va le décrire, mais retenez bien, et ça c'est fondamental, c'est qu'une échographie ne permet pas d'affirmer qu'on a un ovaire polykystique. Je vois tous les jours des femmes dont la vie est détruite parce qu'un échographiste lui a dit « Madame, vous avez un OPK », elle est persuadée qu'elle sera stérile, elle est persuadée qu'elle va faire des maladies cardiovasculaires. On ne peut pas affirmer qu'un patient, une patiente a un syndrome des ovaires polykystiques sur une image échographique. Ça fait partie de l'agrégation de symptômes, mais ça n'est pas pathognomonique. Il y a beaucoup de raisons d'avoir des images échographiques de SOPK sans avoir un SOPK. Alors, on va voir les difficultés. Alors, l'hyperandrogénie et l'hyperandrogénisme. Alors déjà, ça commence mal. L'hyperandrogénie, c'est quand on a trop d'androgènes dans le sang. L'hyperandrogénisme, c'est quand on a des manifestations d'hyperandrogénie. Et ces manifestations d'hyperandrogénie, eh bien, je vais vous donner un exemple. Vous êtes du bassin méditerranéen. Sur le bassin méditerranéen, il y a plus de pilosité qu'au Japon ou qu'en Irlande. Pourquoi? Parce que vous avez une particularité au niveau de la peau, qui est une particularité du récepteur des androgènes, qui fait que vous exprimez plus les androgènes au niveau de la peau, ce qui voudrait dire qu'il y a beaucoup plus d'ovaires polykystiques dans les pays autour du bassin méditerranéen qu'en Suède, ce qui est faux.
Deuxièmement, donc, première ambiguïté, oui, les signes d'hyperandrogénisme rentrent dans le cadre de l'ovaire polycystique, mais les signes d'hyperandrogénisme dépendent de la génétique des gens que l'on va examiner. Et c'est vrai pour l'acné aussi. L'oligo-anovulation, donc on sait donc, en fait, on parle de oligo-ovulation quand on a des cycles supérieurs à 38 jours. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des cycles à 30 jours qu'on a un ovaire polycystique. 38 jours. Et puis, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont des ovaires polykystiques avec des cycles normaux. Donc, ça n'arrange pas nos affaires. Et puis, donc, la première chose à faire, c'est que quand on a une femme qui a des troubles du cycle, eh bien, il faut chercher la cause de ce trouble du cycle, c'est-à-dire qu'il faut éliminer les autres causes du trouble du cycle et en faisant des dosages de gonadotrophine pour voir si elle n'est pas en ménopause précoce. Il faut vérifier qu'elle n'a pas une hyperprolactinémie, un trouble de la thyroïde. Donc, il faut éliminer les autres causes de troubles du cycle. Et le dernier point, c'est le syndrome de l'ovaire polycystique. Comme autre symptôme, c'est l'image échographique. Alors, l'image échographique, normalement, en fait, ça a évolué au cours du temps, et les derniers critères de l'ovaire polycystique sont qu'il faut avoir au moins 20 à 25 follicules par ovaire, micro-follicules, petits follicules, et qu'il faut avoir un volume de l'ovaire supérieur à 10 millilitres. Donc, quand on vous décrit une image, la disposition des microfollicules, la densité du stroma ne font plus partie des critères du SOPK à l'échographie. Et donc, vous allez voir que l'affaire se corse. Pourquoi? Eh bien, parce que meilleurs sont les appareils échographiques, plus on trouve de microfollicules. Donc aujourd'hui, avec un appareil moderne, c'est 25 microkystes, et avec un appareil ancien, c'est 20 microkystes. Donc vous voyez que ça ne s'arrange pas, notre affaire. Hein. Et puis, regardez, le plus compliqué, c'est qu'en fait, c'est le nombre de follicules totaux dans l'ovaire. Et donc, comme une échographie, c'est des coupes, en fonction de l'endroit où vous allez faire vos coupes, vous allez trouver plus ou moins de follicules. Donc, normalement, il faudrait avoir des appareils, ce qu'on appelle des reconstitutions 3D, qui permettent de calculer le nombre de microkystes qu'il y a dans l'ovaire. Je vous avais dit que ça ne serait pas simple. Hein. Je vous aurais prévenu. Alors, on a dit, on ne va plus mesurer les microkystes, on va mesurer une hormone qui représente les microkystes qui s'appelle l'AMH. C'est représentant du nombre de microfollicules qu'on a dans l'ovaire. Voilà la répartition dans la population de l'AMH. Eh bien, on voit bien que c'est absolument n'importe quoi et qu'en fonction de l'âge, eh bien, par exemple, on ne peut plus faire le diagnostic d'ovaire polykystique en mesurant l'AMH. Et donc, alors on a dit qu'il faut avoir une AMH supérieure à 6, je crois, pour parler potentiellement d'ovaire polykystique. Alors, est-ce qu'on peut faire une prise de sang? La réponse est on doit faire une prise de sang. D'abord, je l'ai expliqué, pour éliminer les autres causes. Et puis, il y a des critères qui sont fréquents dans l'ovaire polykystique sans être indispensables. Premièrement, excusez-moi, il faut avoir une élévation des androgènes. Ce n'est pas obligé, mais on considère que l'on a potentiellement un ovaire polykystique si on a une testostérone totale supérieure à 6 nanogrammes par millilitre. Et pour ça, il faut que ce soit impérativement fait au 2e ou au 3e jour du cycle, et certainement pas chez une femme qui est sous pilule. Et il faut attendre 3 mois après l'arrêt de la pilule pour faire le diagnostic. Donc on ne peut déjà plus biologiquement faire un diagnostic d'ovaire polykystique chez une femme qui est sous pilule. Les autres éléments, donc l'AMH supérieure à 6,7, une LH un peu plus élevée qu'on ne l'attendrait et un rapport LH sur FSH supérieur à 2,5. Bon, et puis une SHBG basse, on va y revenir. Donc, il y a des critères biologiques qui permettent d'orienter vers le diagnostic, mais aucun d'entre eux ne permet d'affirmer le diagnostic. Alors, et ça, c'est une phrase fondamentale que j'ai trouvée dans un article récent qui vient d'être publié. Ça a été publié dans le British Medical Journal. Et qu'est-ce que dit cet auteur, je crois, australien? Il dit que aujourd'hui,
tout le monde a un ovaire polycystique, où il y a tellement de femmes qui pensent avoir un ovaire polycystique sur des diagnostics médicaux qui sont exagérés. Et ça, c'est extrêmement mauvais et dangereux parce qu'on inquiète les femmes pour rien. Vous allez voir que l'ovaire polycystique, il y a des traitements. Il y a des traitements naturels de l'ovaire polycystique et donc il faut absolument faire attention de ne pas dire à une femme qu'elle a un ovaire polycystique quand on n'en est pas sûr. Donc, comme vous voyez, donc les critères de Rotterdam font passer la prévalence de l'ovaire polycystique considérée en Australie à 8% de la population à 18%. Alors, est-ce qu'on est infertile quand on a un ovaire polycystique? La réponse est non. Parce qu'on guérit de l'ovaire polycystique, ou on peut guérir de l'ovaire polycystique avec des moyens relativement simples, en tout cas sur le papier. Et donc, on ne doit pas... La fertilité intrinsèque des femmes qui ont un ovaire polycystique est normale. En d'autres termes, dès qu'on les remet dans des conditions de traiter l'ovaire polycystique, elles ovuleront ou on pourra leur donner des traitements. Donc, il y a des troubles de l'ovulation, on y reviendra. Et le seul critère qui permet de s'inquiéter de la fertilité d'un ovaire polycystique, c'est l'existence d'une hyperandrogénie. Quand il y a trop d'androgènes, là, on doit s'inquiéter. Et puis, on sait que beaucoup d'ovaires polykystiques, on va le voir, ont une surcharge pondérale, et on sait que la surcharge pondérale en elle-même donne des troubles de l'implantation. Et donc, dans l'ovaire polykystique, la première chose à faire, j'y reviendrai et ce sera ma conclusion, c'est de perdre du poids et de faire du sport. Alors, voilà un article du Human Reproduction récent de 2021 qui montre que le temps pour avoir un enfant chez des femmes qui ont un ovaire polykystique sans hyperandrogénie est équivalent à la population générale, alors que les femmes qui ont des difficultés à être enceintes, c'est la courbe rouge dans l'ovaire polykystique, c'est celles qui ont une hyperandrogénie. Donc l'hyperandrogénie est un marqueur délétère de la fertilité chez les femmes qui ont un ovaire polykystique. Alors d'où vient l'ovaire polykystique? Si je savais répondre, j'aurais le prix Nobel. Donc, à ma connaissance, on ne me l'a pas encore proposé, donc je ne vous donnerai pas la réponse. Alors, il n'y a pas de gène de l'ovaire polykystique connu, c'est-à-dire qu'il y a des ovaires polykystiques dans certaines familles, mais on n'a jamais réussi à démontrer qu'il y avait une filiation génétique dans l'ovaire polykystique. Alors, vous allez voir qu'il y a actuellement des anomalies de la régulation de l'épimérase, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, la grande nouveauté, c'est qu'on a trouvé des anomalies immunologiques dans l'ovaire polykystique sur laquelle je reviendrai. Le point majeur, c'est que dans l'ovaire polykystique, il y a très souvent une insulinorésistance. Et c'est ce que je ne comprends pas dans les critères de Rotterdam. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les critères d'insulinorésistance? 70% des femmes qui ont un ovaire polykystique, qu'elles soient obèses ou qu'elles aient un poids normal, ont une anomalie de la sensibilité à l'insuline. C'est prouvé par des tests comme le HOMA-test ou des tests lipidiques. Donc, l'insulinorésistance est probablement le facteur le plus commun des femmes qui ont un ovaire polykystique. Et on sait aussi que des femmes qui ont un poids normal, eh bien, il y en a dans l'ovaire polykystique, eh bien, il y en a 30% des femmes avec ovaire polykystique et poids normal et tour de taille normale qui ont une insulinorésistance. Et puis, il y a des facteurs congénitaux, ça c'est sûr. On a réussi à refaire des ovaires polykystiques chez les animaux en injectant des androgènes aux femelles gestantes. Et donc, c'est parce qu'il semble, il y a une des hypothèses, c'est que l'ovaire polykystique serait lié à une anomalie de l'aromatase au niveau du placenta de la mère qui porte cette jeune fille et qui aura un ovaire polykystique. Alors comment on sait ça? Eh bien, on sait que l'hyperandrogénie pendant la grossesse augmente la distance entre l'anus et la vulve. Donc quand on injecte des androgènes à un animal, à une femelle gestante, on modifie ce qu'on appelle la distance anogénitale et on a trouvé chez des femmes statistiquement
qui ont un ovaire polykystique qu'elles ont une petite anomalie de la distance anneau-vulvaire. Et donc, on imagine que ça peut être un marqueur de l'hyperandrogénie intra-utérine. Alors, l'insulinorésistance. Alors, l'insulinorésistance fait partie d'un grand groupe. Ça fait partie d'un grand groupement qui touche 30% de la population caucasienne. Donc, vous faites partie. Et donc, 30% d'entre nous avons une insulinorésistance. Et en fonction de notre génétique associée à ces 30% d'insulinorésistance, on va devenir diabétique, hypertendu, hypercholestérolémique ou SOPK. Donc, c'est une manifestation, le SOPK est une manifestation ovarienne d'un syndrome beaucoup plus large qui s'appelle l'insulinorésistance. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est que l'insulinorésistance, on en guérit. Si on fait du sport, si on perd du poids, eh bien, on guérit de son insulinorésistance et on guérit de son SOPK. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement une chose à retenir, c'est que le traitement de l'ovaire polykystique, c'est de lutter contre l'insulinorésistance, y compris chez des femmes dont on a l'impression qu'elles n'en ont pas. Parce que, comme je viens de vous le dire, il y a par 30% des femmes chez qui on ne trouve pas d'insulinorésistance, ou 30% des femmes, par exemple, qui ont un poids normal, et quand on leur fait des tests, on trouve quand même une insulinorésistance. Alors, d'où vient l'insulinorésistance? Je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a deux théories. L'insulinorésistance serait liée à une anomalie musculaire du message de l'insuline qui renseigne le muscle, qui donc fait baisser la glycémie, donc baisser l'insuline. Et donc, quand il y en a une résistance, il y a des gens qui ont mis en évidence des anomalies de la transduction du message de l'insuline vers le muscle. Mais surtout, la théorie à la mode, c'est ce qu'on appelle la lipotoxicité, c'est-à-dire que l'insulinorésistance est quelque chose qui augmente la masse grasse intra-abdominale, donc la libération de triglycérides, et c'est cette libération de triglycérides qui est responsable de la toxicité musculaire. Alors, eh bien ça, je viens. Donc, en fait, l'insulinorésistance, c'est probablement un des points majeurs de base, et en fait, en fonction de son mode de vie, on exprimera ou pas son insulinorésistance. Alors, je vais vous dire un cas très simple. Vous voyez une jeune fille qui vient vous voir en disant « mes règles sont devenues très irrégulières. Et puis, maintenant, j'ai de l'acné. » Ah bon? Et avant, ça allait? Avant, c'était formidable. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis marié. Ah bon? Donc, ce n'est pas le mariage qui donne l'ovaire polykystique. C'est qu'elle a changé de mode de vie. Elle a pris 5 kilos. Elle n'avait pas d'insulinorésistance. Elle a pris 5 kilos. Elle a une insulinorésistance. Et donc, il faut toujours faire la chasse. Quand une femme vient vous voir en vous disant que ses règles ont changé, il faut faire la chasse à ces modifications morphologiques ou le fait qu'elle ait arrêté de faire du sport. Une fille qui font de la course, qui font du jogging, qui font du sport, etc., ce qui n'est pas encore actuellement entré dans les mœurs d'un pays comme le vôtre, où les femmes ne font pas de course, ne font pas de course à pied, je veux dire, de sport très fréquemment. Donc, encore une fois, j'insiste, il faut que, quand on a une suspicion d'ovaire polykystique, on augmente sa masse musculaire. Alors, ce qui est important dans cette insulinorésistance, c'est que ça va donner un ovaire polykystique, on vient de le voir. Mais aussi, ça augmente le risque métabolique. Et les femmes qui ont un ovaire polykystique sont considérées comme à risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est certain. Et ça, c'est lié à l'insulinorésistance. Et par ailleurs, l'insuline est une hormone qui a deux actions. Une action métabolique, ça augmente les maladies cardiovasculaires, mais l'insuline est un facteur de promotion des cancers. J'avais publié un certain nombre de travaux sur l'augmentation de l'insuline et les risques de cancer, et en particulier de cancer du sein. Et les femmes qui ont un ovaire polykystique ont plus de cancers que les autres. Eh bien, donc, ça veut dire que la prise en charge de l'ovaire polykystique ne se limite pas à avoir des enfants ou à avoir des règles régulières. C'est pour la vie entière de lutter contre l'insulinorésistance pour éviter d'avoir des maladies métaboliques ou des cancers. Je vais vous montrer des chiffres. Alors, comment est-ce qu'on mesure l'insulinorésistance? On prend un mètre de couturière et on prend le tour de taille.
Et donc, on considère qu'une femme a une insulinorésistance lorsqu'elle a un tour de taille au niveau du nombril supérieur à 85 cm. C'est moins cher que de faire des omatestes et des tests compliqués. Donc, retenez que pour faire un diagnostic d'ovaire polykystique avec insulinorésistance, le tour de taille est suffisant. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on peut être insulinorésistant à un moment donné de sa vie et qu'on peut guérir uniquement en changeant son mode de vie. Alors, les conséquences de l'insulinorésistance, donc ça c'est pour vous dire que quand vous avez une insulinorésistance, eh bien vous avez une mortalité globale qui est tout au long de la vie supérieure aux femmes qui ne l'ont pas, et en particulier pour des problèmes cardiovasculaires, et que le meilleur marqueur du risque cardiovasculaire, ce n'est pas le poids, c'est le tour de taille. C'est-à-dire que quand vous êtes mince avec un gros tour de taille, vous avez plus de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire que quand vous êtes grosse avec des grosses fesses. Ah oui. Et ça, c'est les cancers. Voilà cancer et insulinorésistance. Donc vous voyez, ce que je vous dis, c'est que quand vous avez un syndrome métabolique ou une insulinorésistance, vous avez des cancers de l'endomètre, des cancers du sein, des cancers du côlon et des cancers de l'ovaire. Donc traiter l'ovaire polykystique, ça n'est pas se limiter à avoir des enfants. Bon, ben ça, c'est le risque cardiovasculaire, je n'insisterai pas. Ça donne aussi des foie gras, c'est-à-dire des stéatoses hépatiques. Les femmes qui ont des ovaires polykystiques ont des stéatoses hépatiques. Par ailleurs, ce qui est encore plus embêtant, c'est que l'ovaire polykystique, du fait de l'insulinorésistance, il y a un syndrome inflammatoire chronique, et ce syndrome inflammatoire chronique augmente les risques de phlébite, et que quand on les met à la pilule, eh bien, elles ont plus de phlébite sous pilule que les autres. Et comme la pilule fait partie de l'ovaire polykystique, c'est un peu embêtant. Donc, encore une fois, lutter contre l'insulinorésistance. Et puis, il y a eu des papiers qui ont montré que l'insulinorésistance donne plus de dépression. Et alors ça, c'est un clin d'œil. Il y a une insulinorésistance dans le Covid. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter l'insulinorésistance ? Alors, je vais d'abord vous parler, voilà, ça c'est au niveau du foie. Alors au niveau du foie, l'insuline rentre ou agit soit au niveau du génome, enfin au niveau du noyau, soit au niveau de la membrane dans la cellule. Et donc là, il y a une enzyme qui s'appelle l'épimérase. Cette épimérase transforme le myoinositol, qui est le second facteur marqueur du transfert de l'effet de l'insuline dans la cellule. Donc il y a l'insuline qui vient se fixer dans la cellule et qui met en route une machinerie qui est à base de inositol. L'inositol étant, au départ, on pensait que c'était une vitamine. En fait, c'est un produit naturel qu'on trouve dans les écorces de fruits, par exemple, et donc qui fait que soit l'insuline, quand elle pénètre, donc, par l'augmentation de l'épimérase, transforme le myoinositol en déchiroinositol. Le déchiroinositol provoque la synthèse de glycogène dans les cellules, donc c'est ce qui fait qu'on fait des réserves énergétiques. Donc on trouve du myoinositol de manière importante dans les muscles. Pourquoi ? Parce qu'on a des réserves énergétiques dans les muscles et dans le foie. Et donc cette épimérase, quand il y a un excès d'épimérase, eh bien, il y a un excès de formation de glycogène dans les cellules. Et vous allez voir ce qui se passe au niveau de la cellule ovarienne. Au niveau de la cellule ovarienne, au niveau de la cellule ovarienne, eh bien, le myoinositol permet la croissance folliculaire, alors que le myoinositol bloque la croissance folliculaire est donc responsable de ces microfollicules et cette absence de sélection du follicule dominant qui va amener à l'ovulation. Alors, donc il semble qu'une partie importante du risque d'ovaire polykystique passe au niveau de cette épimérase, et donc cette activité est variable selon les tissus, et on va voir ce qui se passe.
eh bien, vous voyez qu'il y a dans l'ovaire polykystique beaucoup plus d'épimérase que dans l'ovaire de femmes, dans le liquide folliculaire de femmes qui n'ont pas d'ovaire polykystique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une accumulation de déchiroinositol dans on a une diminution, du ratio myoinositol sur déchiroinositol dans l'ovaire polykystique. Vous voyez ça ici. Donc, en fait, il y a une déviation métabolique de l'effet de l'insuline du fait de cette action sur l'épimérase. Donc, plus vous avez d'insuline, plus vous avez d'épimérase, et plus vous faites une délétion du myoinositol dans le follicule pour le transformer en déchiroinositol qui vous déclenche qui est responsable probablement en grande partie de l'ovaire polykystique. Alors, ça c'est un peu compliqué, c'est la même chose que ce que je viens de vous dire, et j'ai fait un schéma d'enfer, tant pis pour vous. Ah oui, alors ça c'est la grande nouveauté, ça vient d'être publié, hein. C'est qu'en plus, dans l'ovaire polykystique, il existe des anomalies des micro-RNA circulants. Alors, c'est quoi les micro-RNA circulants? Je vous en parle parce que vous allez en entendre parler. C'est des RNA qu'on a dans le sang, des ARN qu'on a dans le sang, qui ne codifient pas, c'est-à-dire qui ne permettent pas la synthèse de protéines, mais qui modulent les effets enzymatiques. Et donc, on a trouvé des anomalies de ces micro-RNA chez les femmes qui ont des ovaires polykystiques. Et donc, il est possible que ce soit ces micro-RNA qui soient responsables de l'insulinorésistance locale chez des femmes qui n'ont pas d'insulinorésistance systémique. Encore 5 minutes. Eh ben, on y sera. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà le schéma. Vous avez donc une insulinorésistance systémique, génétique, acquise ou liée au mini-RNA. Cette insulinorésistance donc, fait qu'il y a une augmentation de l'insulinorésistance dans l'ovaire polykystique qui augmente les cancers et les syndromes métaboliques. Et cette insuline augmente l'activité de l'épimérase qui transforme donc le myoinositol en déchiroinositol. Donc, on a une délétion en myoinositol au niveau de l'ovaire, et donc on a une anomalie de l'ovulation, et il y a un déplacement de l'effet vers le développement de la TEC, qui est donc responsable d'une augmentation de la testostérone, augmentée parce que l'insuline augmente la production de LH, l'insuline diminue la SHBG, donc augmente la testostérone libre, et donc on retrouve ici que quand on a cette anomalie, on a une hyperandrogénie, une anovulation, et donc l'hyperandrogénie donne des troubles de l'ovulation et donne une hyperandrogénie. Voilà à peu près ce qu'il faut en retenir. Alors comment on peut traiter le SOPK? Je vais le faire en 5 minutes. Comment on peut traiter le SOPK? Premièrement, traiter le trouble du cycle. Est-ce que ça sert à quelque chose de traiter un trouble du cycle? En France, on considère que moins on a de règles, plus on est contente. Donc, si, en fait, traiter le SOPK, c'est traiter des symptômes. Tant qu'on ne veut pas être enceinte, il n'est pas absolument nécessaire de traiter un trouble du cycle. Vous pouvez donner un peu de progestérone ou de rétroprogestérone, une douzaine de jours par mois, vous aurez des règles régulières, mais ce n'est pas le fond de la question. L'hyperandrogénie. Si on veut traiter l'hyperandrogénie, eh bien, en dehors du fait de traiter l'insulinorésistance par l'exercice physique qui donc va diminuer l'activité de la TEC, on peut donner la pilule. La pilule, et surtout les pilules dites de 3e et 4e génération, avec malheureusement cette augmentation du risque thromboembolique, augmente la SHBG, donc diminue la testostérone libre, donc diminue les manifestations d'hyperandrogénie. On peut donner des anti-androgènes. Alors actuellement, en France, on donne énormément de spironolactone, d'aldactone comme anti-androgène. Mais je vous rappelle qu'il vaut mieux avoir une contraception parce que si on est enceinte, on peut masculiniser un fœtus. Alors, traitement
Donc, en fait, le fond, c'est qu'il faut traiter l'insulinorésistance. Alors, traiter l'insulinorésistance, le traitement de fond, c'est la perte de poids et l'augmentation de la masse musculaire, je l'ai déjà dit. Il y a un article important qui a montré que c'est le meilleur traitement de l'ovaire polykystique, c'est l'hygiène de vie. J'ai presque fini. La metformine. La metformine a été beaucoup utilisée dans le traitement de l'ESOPK pour diminuer l'insulinorésistance, avec des résultats très discutés sur la fertilité. Donc, en tout cas, en France, on l'utilise de moins en moins parce qu'on n'a pas démontré réellement que ça augmentait la fertilité. Ça augmente un peu les troubles du cycle. Alors, maintenant, ce qu'on donne de plus en plus, c'est du myo-inositol. Pourquoi ? Parce que le myo-inositol, ça améliore l'insulinorésistance en améliorant l'hyperglycémie provoquée. Le myo-inositol, ça diminue la testostérone libre, ça diminue la testostérone totale, ça diminue les triglycérides, ça améliore l'ovulation et donc ça améliore la sensibilité à l'insuline. Bon, je crois que je vais me faire gronder. Mais je suis très désolé parce qu'on m'avait dit que j'avais 40 minutes, 45 minutes. Donc j'avais prévu d'avoir 45 minutes. Comment ? Le temps nous rattrape un petit peu. Bon, bah alors j'arrête. Voilà. Donc, dans les comparaisons, je vais le faire vite, le myo-inositol est plus efficace que la metformine. Pour la fertilité, eh bien, pour la fertilité, la première chose, c'est la perte de poids, l'exercice physique, le myo-inositol. Et puis après, eh bien, on ne va pas rentrer dans les traitements de la fertilité, mais c'est le clomide avec le myo-inositol ou après la stimulation de l'ovulation. Et donc, la conclusion de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est, j'avance. Et donc, la conclusion, c'est le dernier. Alors, pardon, en arrière. Donc, l'ovaire polykystique est une maladie qui est actuellement exagérée en termes d'incidence et dont le diagnostic est difficile. Donc, faire le diagnostic d'ovaire polykystique, ni trop peu. Le traitement de fond, c'est l'hygiène de vie, la perte de poids, la musculation, et traité donc par des insulinosensibilisants comme les inositol ou la metformine. Et traiter l'ovaire polykystique, c'est pas de traiter une anomalie échographique de l'ovaire. Quand on traite un ovaire polykystique, on traite les symptômes, on traite soit l'hyperandrogénie, soit l'insulinorésistance, soit la fertilité. Donc, il faut s'axer sur la prise en charge des symptômes. Je vous remercie. Merci, docteur Jamin. Premièrement, d'avoir fait le déplacement depuis Paris.